Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Très content de vous avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode donc, sur les Warp Drive. Plus j'écris ces articles et plus je suis passionné par le sujet car il y a vraiment énormément d'informations. Et donc là aujourd'hui on va parler donc, de la génération et de la stabilisation de la bulle Warp. Et nous allons voir aussi les mécanismes théoriques pour la stabilisation de cette fameuse bulle. Donc vous allez voir, on va rentrer un peu dans le détail, il y aura bien sûr d'autres choses à dire, mais on y reviendra plus tard, comme vous pouvez le voir dans le sommaire, en fait dans la description. Vous allez voir qu'on va en reparler, donc il y a des choses que je ne vais pas, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Commençons déjà avec la génération et la stabilisation de la bulle Warp, et puis les problèmes actuels en fait de cette génération d'énergie. Donc la notion en fait de bulle Warp vient de la science-fiction à la base, principalement de l'univers de Star Trek, où elle désigne en fait une méthode hypothétique qui permet de voyager plus vite que la lumière. Et cette idée, en fait, elle repose sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui permet en fait en théorie de déformer l'espace-temps autour d'un vaisseau spatial, comme on l'a déjà dit. Ainsi, au lieu de se déplacer en fait plus vite que la lumière dans l'espace-temps, eh bien, c'est un vaisseau équipé d'une bulle warp qui déplacerait en fait l'espace-temps lui-même pour voyager. Donc, je vais essayer de faire une explication un petit peu détaillée et compréhensible de cette génération et de stabilisation de bulle warp, ainsi que des problèmes actuels qui sont liés aux problèmes d'énergie, donc à la génération d'énergie. La génération de bulle warp. Donc, la génération en fait de cette fameuse bulle donc, est une idée, donc, comme je l'ai dit, tirée de la SF, mais elle s'ancre aussi dans les principes de la physique théorique. En particulier, la relativité générale proposée par Albert Einstein, en fait, cette théorie donc suggère que l'espace et le temps en fait ne sont pas des entités fixes et indépendantes, mais plutôt un tissu uni et déformable connu sous le nom d'espace-temps. Donc, selon la relativité générale, en fait, la présence de masse ou d'énergie peut courber l'espace-temps, et c'est ce principe en fait qui est exploité dans l'idée de la bulle warp. Dans le concept donc de cette fameuse bulle, les équations de champ d'Einstein sont utilisées pour proposer une méthode de déformation de l'espace-temps qui créerait en fait une région spécifique ou une bulle autour du vaisseau spatial. Et cette bulle en fait elle fonctionnerait en comprimant l'espace-temps devant le vaisseau et en l'étendant derrière lui. Ça je l'ai déjà répété plusieurs fois dans les épisodes précédents. Normalement vous avez compris. Ensuite, imaginez pousser donc une bille sur ce drap qui est tendu. Le tissu en fait devant la bille en fait se comprime tandis que derrière elle, il s'étire. Et de manière similaire, en fait, la bulle warp, elle comprimerait et étendrait en fait l'espace-temps pour permettre au vaisseau de glisser à travers l'espace avec une vitesse en fait qui est effective dépassant celle de la lumière. Donc, il est crucial en fait de noter que dans cette configuration, le vaisseau spatial en fait ne se déplace pas activement plus vite que la lumière par ses propres moyens, qui serait donc en violation, comme je l'ai déjà dit, avec les principes fondamentaux de la physique, et notamment le postulat selon lequel rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Donc au lieu de cela, en fait, c'est l'espace-temps lui-même qui est manipulé pour déplacer le vaisseau. Donc ce déplacement, en fait, se fait en surfant sur la vague de l'espace-temps déformé, qui permet ainsi un voyage à des vitesses effectives supraluminiques, sans contredire les lois de la relativité. Donc cette approche en fait théorique, elle ouvre des perspectives qui sont fascinantes pour le voyage interstellaire, en offrant donc un mécanisme potentiel pour surmonter les distances astronomiques dans l'univers en un temps réduit. Cependant, il convient de souligner que la réalisation pratique d'une telle technologie en fait est extrêmement spéculative et puis soulève aussi d'innombrables défis scientifiques et techniques, mais notamment en termes de création d'ailleurs, et de stabilisation de cette fameuse bulle warp. Et puis également, on peut dire, de la nécessité de quantités colossales d'énergie potentielle inaccessibles avec la technologie actuelle. Mais on y reviendra plus tard. Donc après, on peut parler aussi de la stabilisation de cette fameuse bulle warp.
Donc la stabilisation en fait d'une bulle warp, en fait, elle représente un enjeu considérable dans le cadre théorique de la propulsion supraluminique, parce que selon des hypothèses scientifiques actuelles, un élément crucial donc pour cette stabilisation serait donc l'usage en fait de ce que l'on appelle la matière exotique, et qu'on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Et cette matière en fait est caractérisée par une propriété particulière, donc la fameuse pression négative. En théorie, en fait, cette caractéristique unique de cette matière exotique jouerait en fait un rôle essentiel dans l'équilibre des forces au sein de l'espace-temps, et spécifiquement en offrant un contrepoids en fait aux forces gravitationnelles. Cette dernière en fait tendrait naturellement à réduire ou à annuler l'expansion spatiale en créant en fait qui a été créée donc par la bulle warp et qui met ainsi en péril la stabilité de cette structure spatio-temporelle. Donc il est important de noter que la matière exotique, bien que conceptuellement séduisante pour les besoins de cette théorie, voilà, elle n'a pas encore été détectée ou observée dans le cadre d'expérimentation ou d'observation scientifique. Et sa nature donc reste théorique et hypothétique, soulignant l'un des défis majeurs dans la concrétisation de la technologie warp. Et la recherche en fait continue d'explorer les possibilités de découvrir ou de créer des conditions pour la matière exotique, mais jusqu'à présent, voilà, ça demeure une composante spéculative dans l'équation de la propulsion warp. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir aussi des problèmes actuels de la génération d'énergie. Puisque l'un des plus grands défis de la création d'une bulle warp, en fait, c'est la quantité colossale d'énergie qu'il faut pour la construire. Et les calculs initiaux, en fait, ils suggèrent que la quantité d'énergie qui est requise pour générer cette bulle warp, en fait, était comparable à la masse énergie de Jupiter. Et rendant, en fait, ça rend le concept largement irréalisable avec les technologies actuelles. Et il y a des travaux plus récents qui ont proposé des modifications de la géométrie de la bulle warp qui pourraient en fait réduire significativement en fait cette exigence énergétique. Mais bon, les quantités d'énergie nécessaires restent encore astronomiques. Donc vous voyez, la génération d'une telle quantité d'énergie, elle pose un problème technologique immense, puisque les technologies énergétiques actuelles, en fait, même les plus avancées, comme la fusion nucléaire, elles sont loin d'atteindre les niveaux nécessaires pour alimenter une bulle warp. Et de plus, le stockage et la manipulation sécurisée d'une telle quantité d'énergie représentent des défis qui sont forcément supplémentaires. Donc en résumé, bien que la théorie en fait derrière la bulle warp soit fascinante et basée sur des principes physiques réels, les défis pratiques en fait associés à sa réalisation, notamment en termes de stabilisation et de besoins énergétiques, la rendent largement spéculative à l'heure actuelle. Mais la recherche dans les domaines de la physique théorique et des technologies énergétiques avancées sont nécessaires pour avancer vers une compréhension plus complète et une éventuelle réalisation pratique de cette propulsion warp. Voilà, on a fait un petit peu le tour là-dessus, sur ce point-ci. Maintenant, on va parler un petit peu des mécanismes théoriques pour cette stabilisation de cette bulle. Donc vous allez voir, il y a encore il y a beaucoup d'autres informations à dire. L'article n'est pas très long, mais selon moi, dans le sommaire, j'ai vu qu'il y avait des points en fait sur lesquels on allait revenir dessus. C'est pour ça que je ne me suis pas attardé pour ne pas répéter à chaque fois les mêmes informations. Alors on va commencer donc par les mécanismes théoriques pour la stabilisation de la bulle. Donc la stabilisation d'une bulle, le warp, en fait, c'est un concept clé en fait dans la théorie de la propulsion supraluminique qui permet en fait théoriquement à un vaisseau spatial de voyager plus vite que la lumière en déformant l'espace-temps. Ça, vous l'avez compris maintenant. Ce processus, en fait, il repose sur des principes avancés en fait de la physique théorique et plusieurs aussi mécanismes qui ont été proposés pour sa réalisation. Et on va explorer un peu ces mécanismes avec précision et clarté. Vous allez voir, c'est intéressant. Dans le contexte fascinant finalement de la propulsion à travers les bulles warp, donc pour la matière exotique, c'est un concept en fait emprunté à la science-fiction mais ancré dans les principes de la physique théorique moderne, et la notion de matière exotique émerge en fait comme un pilier central. Bien que cette forme de matière n'ait pas encore été détectée, ou manipulée dans un cadre expérimental, ces propriétés hypothétiques en fait ouvrent la voie à des possibilités révolutionnaires en matière de voyage interstellaire. La matière en fait exotique se distinguerait par une caractéristique remarquable, donc une pression négative d'une intensité extrême. Et cette pression négative n'est pas simplement une curiosité théorique, elle représente un mécanisme potentiel révolutionnaire pour interagir avec la structure même de l'espace-temps. On va parler un petit peu des propriétés et du potentiel de cette matière exotique.
L'univers, en fait, tel que décrit par la relativité générale d'Einstein, suggère en fait que cette masse et cette énergie courbent l'espace-temps. Donc ça détermine ainsi la gravité comme une manifestation de cette courbure. Dans un tel cadre, en fait, la matière exotique, avec sa pression négative, elle offre un moyen en fait de courber l'espace-temps d'une manière qui défie notre expérience quotidienne de la gravité. En pratique, cette capacité en fait à générer une pression négative pourrait neutraliser la tendance intrinsèque de l'espace-temps et à résister à sa déformation. Et c'est une résistance en fait qui autrement empêcherait la formation et le maintien de bulles warp. Donc la création de cette bulle, elle nécessite non seulement la compression de l'espace-temps à l'avant d'un vaisseau spatial, mais aussi son expansion à l'arrière du vaisseau spatial, qui lui permettrait donc d'exploiter un ruisseau, si vous préférez, d'espace-temps déformé, pour voyager à des vitesses effectivement supérieures à celles de la lumière. Mais sans une force capable de contrebalancer la tendance naturelle de l'espace-temps à revenir à sa forme originelle, eh bien la bulle warp, en fait, elle s'effondrerait instantanément. Et la matière exotique, avec sa pression négative, elle jouerait un rôle en fait de stabilisateur essentiel, qui agit comme un support structurel pour maintenir la bulle warp dans un état stable et navigable. Donc il y a des défis et des perspectives qui sont dans l'avenir, dans notre avenir, c'est parce que cette route en fait qui mène à la réalisation pratique d'une bulle warp en fait qui est stabilisée donc par la matière exotique, eh bien elle est semée d'embûches. Il y a tellement de trucs à faire que on perd la tête. La première et principale d'ailleurs difficulté, elle réside dans l'absence de preuves expérimentales de l'existence de cette matière exotique. Pour l'instant, c'est juste spéculatif. Donc bien que des candidats théoriques tels que certaines formes de champs quantiques ont été proposés, la détection directe à la manipulation de ces matériaux, il reste encore hors de portée avec la technologie qu'on a. De toute façon, pour l'instant, ça c'est pas possible. Et de plus, même si la matière en fait exotique était accessible, eh bien, il y a la question aussi de la production et de la manipulation et du stockage de quantités suffisantes pour la stabilisation d'une bulle warp. Et comme je l'ai déjà dit, pour avoir une quantité suffisante pour créer une bulle warp, il faudrait apparemment avoir l'énergie entière d'une planète comme Jupiter. Bon, la pression négative en fait en tant que concept, elle défie nos méthodes conventionnelles de gestion des matériaux et puis nécessiterait aussi le développement de nouvelles technologies et d'approches en physique. Donc vous voyez, malgré ces défis, l'exploration théorique de cette matière exotique et puis de son application potentielle dans la stabilisation des bulles warp, en fait, elle continue bien sûr de stimuler l'imagination des scientifiques et puis des ingénieurs. Et la poursuite de cette quête, en fait, à la croisée de la physique théorique et de l'ingénierie futuriste, ne manquera pas d'enrichir notre compréhension de l'univers tout en nous rapprochant peut-être de cette fameuse réalisation du voyage interstellaire. Alors il y a le champ de Casimir et l'énergie du vide, qui est aussi très intéressant parce qu'au cœur des recherches en fait sur la propulsion supraluminique et la stabilisation des bulles warp, en fait l'effet Casimir en fait se présente comme une voie théorique qui est prometteuse, bien que semée d'obstacles bien sûr. Ce phénomène quantique en fait qui découle directement des fluctuations énergétiques du vide offre un aperçu fascinant en fait de la mécanique subtile qui régisse les forces à l'échelle microscopique. Et l'effet Casimir en fait se manifeste par une force répulsive ou attractive entre deux plaques non chargées et qui est placée donc à une proximité extrême l'une de l'autre. Et cette force, en fait, c'est le résultat de l'altération du champ énergétique du vide entre ces plaques. Et puis il y a une modification aussi qui est induite par les contraintes géométriques qui sont imposées en fait du champ quantique du vide. C'est un peu compliqué, mais on en a déjà parlé dans l'épisode précédent de l'effet Casimir, et on y reviendra aussi plus tard dans les prochains épisodes. Donc je m'excuse à nouveau pour le vent, je suis vraiment désolé, je ne contrôle pas le temps, et c'est très compliqué d'enregistrer avec un vent comme ça. Enfin bon, je fais de mon mieux, j'espère que ça vous dérange pas trop. À mon avis, oui. Du coup, on va parler maintenant donc de l'exploitation de l'effet Casimir pour cette stabilisation des bulles warp. En gros, l'intérêt pour l'effet Casimir, en fait, dans le contexte de la propulsion warp, elle réside en fait dans son potentiel à modifier les propriétés de l'espace-temps de manière contrôlée. En théorie, quand on exploite en fait ces effets, il serait possible de générer un environnement en fait qui est propice à la stabilisation de la bulle warp, en ajustant finement les conditions en fait d'espace-temps requises. Alors c'est un peu brouillon tout ça, mais on va essayer de l'expliquer un peu plus simplement.
En fait, cette manipulation qui est précise de l'espace-temps, elle pourrait par exemple permettre de maintenir la bulle dans un état stable en contrant les forces qui tendent naturellement à la dissiper. Donc c'est la matière exotique qui joue ce rôle-là aussi. La clé de cette approche en fait réside dans la capacité à manipuler donc les fluctuations quantiques du vide de manière à produire une pression en fait qui est directionnelle sur l'espace-temps et qui favorise ainsi la formation et le maintien d'une structure warp stable. En théorie, cela ouvrirait en fait la voie à des voyages interstellaires rapides en permettant à un vaisseau de se déplacer dans une bulle d'espace-temps déformée et puis qui est isolée aussi des limites conventionnelles de la vitesse de la lumière. Donc après, ça représente quand même des défis de l'application pratique et on va essayer d'en parler un petit peu parce que l'application donc, de cet effet Casimir pour la stabilisation de la bulle warp, elle confronte en fait les scientifiques à des défis majeurs. Les premiers en fait résident dans la difficulté d'exploiter cet effet à une échelle macroscopique, donc dans le grand, et alors que l'effet Casimir en fait est bien documenté dans des expériences à très petite échelle. Donc sa manifestation et son utilisation contrôlée dans des contextes plus vastes, tels que nécessaires en fait pour la propulsion warp, eh bien ça exige une compréhension plus approfondie des avancées significatives en technologie quantique et en ingénierie des matériaux. Donc là c'est un niveau au-dessus encore. Moi-même c'est pas possible de faire un article là-dessus détaillé puisque je ne comprendrai pas à mon avis de quoi il parle. De plus, la création en fait d'une pression donc entre guillemets quantique qui est suffisante pour influencer l'espace-temps à l'échelle nécessaire pour la propulsion warp, ça implique forcément de surmonter des obstacles techniques et théoriques considérables. Cela inclut le développement des matériaux capables de manipuler les forces de Casimir efficacement, et puis aussi la conception de systèmes qui permettent un ajustement en fait précis des conditions d'espace-temps autour de la bulle warp. Donc vous voyez, il y a plein de paramètres à prendre en compte, ça devient de plus en plus compliqué. Donc il y a des perspectives d'avenir en fait, en dépit de ces obstacles. L'exploration des solutions mathématiques pour la stabilisation des bulles warp, elle continue forcément d'enrichir notre compréhension de la physique théorique. Et chaque modèle en fait proposé donc contribue d'élargir les frontières de la science en nous invitant à repenser les principes fondamentaux qui régissent l'espace-temps et aussi l'intégration de ces modèles depuis une approche pratique de la propulsion warp nécessitera forcément des avancées significatives en physique et puis en ingénierie. Et ça représente un horizon prometteur pour les générations futures de chercheurs et d'explorateurs spatiaux. En somme, bien que la route vers la réalisation pratique des bulles warp soit semée d'embûches, la poursuite de solutions mathématiques dans la topologie de l'espace-temps, elle demeure en fait une voie d'exploration vitale et elle incarne l'espoir de surmonter les limites physiques et d'ouvrir aussi des nouveaux chemins vers les étoiles. Donc ça applique aussi des défis techniques et théoriques. Les avancées en fait dans le domaine de la propulsion warp et de la stabilisation des bulles warp nous placent en fait dans une intersection de la physique théorique la plus avancée à des défis d'ingénierie les plus complexes jamais envisagés. Là c'est vraiment le gros morceau. La transposition en fait de ces idées qui sont fascinantes, de cette théorie sur la pratique, soulève en fait une multitude de questions et de défis qui exigent des percées scientifiques et des technologies majeures que l'on va découvrir avec le temps. Et donc il y a des défis donc, de cette matière exotique. Et donc c'est un élément clé en fait dans la stabilisation des bulles warp qui représente peut-être le défi le plus insurmontable à l'heure actuelle. Et cette matière en fait nécessaire pour générer donc la pression négative requise pour maintenir la structure de la bulle warp, elle reste entièrement hypothétique. Et j'en suis triste pour ça. Sa production en fait en quantité suffisante pour un usage pratique, sans parler de son stockage et de sa manipulation, elle nécessiterait des avancées révolutionnaires dans notre compréhension de la physique des particules et puis des technologies des matériaux. L'effet Casimir, donc, et puis il y a les limites actuelles avec l'effet Casimir, puisque l'exploitation de cet effet pour cette stabilisation des bulles, bien ça illustre en fait également les défis inhérents à l'application de phénomènes quantiques à l'échelle macroscopique. Donc macroscopique c'est grand et microscopique c'est petit. Bien que cet effet en fait offre un potentiel théorique pour ajuster les propriétés de l'espace-temps autour de cette bulle, eh bien sa manipulation pratique à l'échelle nécessaire en fait pour la propulsion spatiale, eh bien c'est une énigme non résolue. Les technologies en fait actuelles ne permettent pas de contrôler ou d'utiliser ces effets de manière suffisamment large ou précise pour influencer la structure de l'espace-temps à une échelle significative.
Et après, donc il y a les problèmes aussi de manipulation de cette topologie de l'espace-temps. La manipulation précise de cette topologie de l'espace-temps, en fait, elle représente un autre horizon qui est vraiment lointain. On n'y est pas encore, ça je vous le dis. Les solutions mathématiques, en fait, aux équations de la relativité générale, en fait, elles suggèrent des moyens théoriques de plier ou de tordre l'espace-temps de manière bénéfique pour cette propulsion warp. Mais la traduction de cette solution mathématique en technologie concrète, capable de manipuler l'espace-temps, ça reste un défi monumental. On n'y est pas du tout encore. J'ai fait des petites recherches, je vous garantis qu'on n'y est pas encore. Ça nécessiterait en fait non seulement des technologies pour l'instant que l'on ne pourrait pas imaginer, qu'on ne pourrait pas comprendre à l'heure actuelle, mais aussi une compréhension beaucoup plus profonde en fait des principes fondamentaux de l'univers. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler vite fait avant de conclure sur les perspectives futures. Je vais créer un épisode en fait spécial où je vais parler de technologies futuristes en fait, qui auraient 200, 300 ans de plus. Et vous allez voir, j'ai fait fonctionner un peu l'IA aussi pour essayer de réfléchir sur des choses concrètes. Et vous allez voir que c'est incroyable en fait. On pourrait se retrouver avec des batteries mais incroyables, avec des panneaux solaires de fou. Voilà, on pourrait vraiment améliorer considérablement la technologie. Mais on a des obstacles à passer et pour l'instant on n'y est pas encore. Mais on n'est pas si loin que ça, quoi. On peut y arriver. Donc on va essayer de conclure maintenant avec ce vent la conclusion et des perspectives futures. Je vous garantis que c'est pas évident. Là franchement avec le vent j'ai dû recommencer 5-6 fois. Les obstacles en fait techniques et théoriques à la réalisation pratique des bulles warp en fait et de la propulsion supraluminique pour l'instant à l'heure actuelle sont gigantesques. Et cependant, en fait, l'histoire en fait, de cette science et de cette technologie qui est jalonnée de percées qui ont transformé l'impossible en possible, eh bien, l'exploration continue en fait, des principes sous-jacents à la stabilisation de ces fameuses bulles warp, accompagnée de progrès dans les domaines de la physique des particules, de la technologie des matériaux et de l'ingénierie quantique. Et ça pourrait effectivement un jour ouvrir la voie à des avancées révolutionnaires. Donc vous voyez, en dépit de ces défis, en fait, l'engagement continu dans la recherche fondamentale est appliquée et elle est essentielle. Et ça nourrit non seulement l'espoir de réaliser un jour les voyages interstellaires, mais contribue également à approfondir notre compréhension de l'univers. Et les efforts en fait pour surmonter ces obstacles stimulent l'innovation, comme d'habitude, et poussent les limites en fait de la science et de la technologie, et puis inspirent aussi les générations futures à poursuivre l'exploration des confins les plus mystérieux de notre réalité physique. Donc vous voyez, plus on rentre en fait en détail dans la technologie Warp Drive. D'ailleurs, je remercie encore une nouvelle fois l'abonné qui m'avait conseillé ce genre de sujet. Je pense qu'il se reconnaîtra. C'est vraiment c'est une histoire fantastique en fait le Warp Drive, parce qu'on explore vraiment toutes les informations possibles. Ça va vraiment dans tous les sens, quoi. C'est incroyable. Donc moi je vous recommande vraiment si vous tombez sur la première fois sur cet épisode, je vous recommande grandement d'aller regarder les premiers épisodes, de continuer de faire la suite des épisodes. Et déjà ça vous permettra une meilleure compréhension. Et après je vous recommande aussi la série des trous noirs si vous êtes intéressé par ça. Vous allez voir que je rentre vraiment dans les détails et c'est vraiment très très intéressant. Je peux vous l'accorder, des fois ça peut être un petit peu somnolent, la façon dont je parle, parce qu'on me l'a déjà reproché par message. Mais bon, il en faut un peu pour tout, quoi. Donc voilà. En tout cas, je vous prie encore une nouvelle fois de m'excuser pour le vent. Il y avait vraiment pas mal de vent cet après-midi, c'était complètement difficile. Donc je vous prie de m'excuser encore une fois et j'espère que pour le prochain épisode, je serai moins embêté. Voilà. Prenez soin de vous en tout cas, passez une belle journée, une belle soirée. Ciao, ciao.